Imaginez que vous vous prépariez à voter lors d'une élection décisive. D'un côté, un candidat propose de grandes réformes et un avenir plein de promesses, et de l'autre, un candidat vous alerte sur des dangers imminents, mettant en avant des scénarios catastrophes si son adversaire l'emporte. Très vite, ces images de menaces s'ancrent dans votre esprit, et malgré les promesses positives de l'un, la peur de perdre le contrôle vous influence. Finalement, beaucoup d'électeurs finissent par choisir non pas celui qui promet le meilleur avenir, mais plutôt celui qui semble les protéger contre un danger perçu. Un autre exemple, vous travaillez dans une entreprise et vous devez décider d'un investissement risqué. Les projections montrent un potentiel de croissance impressionnant, mais des collègues et des experts vous rappellent aussi des échecs d'autres entreprises ayant pris des risques similaires. Et malgré les opportunités alléchantes, ce sont les images des échecs qui restent gravées dans votre esprit. La peur de l'échec prend le dessus, vous poussant à éviter toute décision ou à choisir une voie plus conservatrice. Ces exemples illustrent comment la peur façonne notre mémoire et nos décisions, souvent au détriment de la raison et des opportunités positives. Mais pourquoi ce phénomène est-il si puissant ? Comment la peur influence-t-elle nos souvenirs et nos choix, que ce soit dans des contextes politiques, économiques ou personnels ? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire. Et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site les-secret.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. Tous les jours, vous êtes face à vous-même quand vous devez prendre des décisions, que ce soit pour vous habiller, pour choisir un plat au restaurant ou une formulation dans vos écrits. Certaines ont peu de conséquences alors que d'autres, quand j'étais adolescent, j'ai dû prendre une décision qui a changé ma vie, celle de monter sur scène alors que j'étais un enfant extrêmement timide. Je me souviens que 2 mois avant, j'angoissais déjà. J'avais beau tenter de me relaxer, de respirer, rien n'y faisait. Qu'allait-on penser de moi ? Et si je me trompais, la peur prenait le dessus. Mais je m'étais engagé, c'était mon tout premier spectacle de magie et mon ami d'enfance, Samuel, était l'exact opposé de moi. Fonceur, il ne doutait de rien. Lui, il voyait les paillettes et moi, je voyais l'enfer. Au final, j'y suis allé, je suis monté sur scène au prix d'un effort considérable. Il n'y a pas eu de paillettes, il n'y a pas eu d'enfer, juste une expérience positive qui m'a servi toute ma vie. Ce jour-là, la peur n'a pas gagné, la perspective d'une vie plus sympa l'a emporté et depuis, je m'attache à renforcer ma mémoire prospective en me focalisant sur les potentiels positifs avant les potentiels négatifs. Je nourris ma mémoire d'expériences positives pour y parvenir. Mais comment cela marche-t-il concrètement ? Lorsque nous devons prendre des décisions importantes, notre cerveau s'appuie sur la mémoire de nos expériences passées pour évaluer les options qui s'offrent à nous. Mais cette mémoire n'est pas purement factuelle, elle est influencée par nos émotions, en particulier par la peur. Cette dernière active certains circuits neuronaux qui renforcent les souvenirs négatifs, les rendant plus accessibles que les souvenirs positifs ou neutres. La peur, en tant qu'émotion de survie, est gérée par une structure spécifique du cerveau, l'amygdale. Lorsqu'une menace est perçue, l'amygdale s'active et signale au reste du cerveau de se préparer à réagir rapidement. Cette réponse est essentielle pour notre survie. Cependant, elle a aussi pour effet d'intensifier les souvenirs des situations dangereuses ou stressantes. Des études en neurosciences montrent que l'activation de l'amygdale entraîne une consolidation plus forte des souvenirs liés à des événements effrayants ou négatifs. Cela signifie que nous nous souvenons mieux des expériences associées à la peur que des expériences neutres ou positives. Et ce mécanisme, utile pour éviter les dangers, biaise cependant notre mémoire en faveur des souvenirs marqués par la peur. Lorsque nous ressentons de la peur ou du stress, notre corps libère une hormone, le cortisol. Ce cortisol est responsable de la consolidation des souvenirs émotionnels, et plus le niveau de cortisol est élevé, plus le souvenir négatif sera gravé dans notre mémoire. Ainsi, une situation stressante ou perçue comme menaçante entraînera un souvenir plus vif et durable.
Des recherches de l'Université de Californie à Irvine ont montré que cette augmentation du cortisol peut également avoir un effet négatif sur notre capacité à mémoriser des informations positives ou neutres qui se produisent en même temps. Autrement dit, en période de stress ou de peur, nous retenons plus facilement les aspects négatifs d'une situation et nous avons tendance à oublier les éléments rassurants. Ces mécanismes émotionnels sont renforcés par des biais cognitifs qui influencent nos décisions. Le plus courant, c'est le biais de la négativité, qui nous pousse à accorder davantage d'attention et de poids aux informations négatives qu'aux informations positives. Ce biais est profondément ancré dans notre évolution. Dans le passé, prêter attention à un danger potentiel pouvait évidemment nous sauver la vie. Aujourd'hui, ce même biais nous pousse à nous souvenir davantage des menaces et à minimiser les promesses positives. Un autre biais, c'est l'aversion à la perte qui amplifie encore cette dynamique. Nous sommes naturellement plus motivés à éviter une perte qu'à obtenir un gain équivalent. Cela signifie que face à une décision, même si une option promet un avantage, la simple idée d'une perte potentielle, même minime, peut suffire à nous détourner de cette option. Prenons deux exemples concrets, et même trois, tiens. Le premier est celui du Brexit. En 2016, la campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a été marquée par des messages de peur. Peur de l'immigration incontrôlée, peur de perdre la souveraineté nationale. Ces messages ont surpassé les promesses positives des partisans du Remain et malgré les prévisions économiques alarmantes, une majorité a voté pour le Leave, poussée par cette peur omniprésente. Les conséquences économiques et politiques ont été désastreuses, plongeant le pays dans une instabilité continue. Un autre exemple est la crise financière de 2008. Lorsque Lehman Brothers a fait faillite, une panique généralisée a pris le dessus sur les marchés. La peur de perdre encore plus a poussé les investisseurs à vendre massivement leurs actions, aggravant la chute des marchés. Les décisions prises dans la panique, basées sur la peur d'une catastrophe, ont amplifié la crise et plongé le monde dans une récession. Et enfin, dans le domaine de la santé, l'hésitation vaccinale est un exemple frappant de l'influence de la peur sur la mémoire et les décisions. À la suite d'une étude frauduleuse liant les vaccins à l'autisme, publiée en 1998 puis rétractée, une peur irrationnelle s'est installée. Cette peur a conduit de nombreux parents à refuser de vacciner leurs enfants malgré des preuves scientifiques montrant l'innocuité et les bienfaits des vaccins. En conséquence, des maladies comme la rougeole, qui étaient pourtant presque éradiquées, ont refait surface, provoquant des épidémies et des décès évitables. Ce cas illustre bien comment la peur, même infondée, peut marquer profondément la mémoire collective et influencer des décisions aux conséquences sanitaires parfois désastreuses. J'ai personnellement dans mon entourage un couple qui avait refusé de faire vacciner leur petite fille contre la rougeole. Lorsqu'elle l'a contractée à l'âge de 8 ans, elle en est morte malheureusement. Ces exemples montrent à quel point la peur peut biaiser la mémoire et influencer les décisions, souvent avec des conséquences dramatiques. Comment composer avec la peur dans la prise de décision? Comment appliquer sa mémoire au mieux? Si par exemple vous êtes étudiant, eh bien les étudiants sont souvent confrontés à une peur intense avant les examens, ce qui peut perturber leur mémoire et leur choix d'études. La peur de l'échec les pousse parfois à éviter certaines matières ou à procrastiner. Moi par exemple j'avais peur des mathématiques et honnêtement j'essayais de l'éviter au maximum plutôt que d'essayer de voir le côté positif de cette matière. Alors pour contrer cet effet, les étudiants peuvent décomposer leurs objectifs en petites tâches réalisables et pratiquer des exercices de gestion du stress comme la respiration profonde ou la méditation de pleine conscience. Cette technique aide à calmer l'amygdale et à atténuer l'impact du stress sur la mémoire. En transformant la peur en défi progressif, les étudiants réduisent l'impact du biais de négativité et améliorent leur capacité à mémoriser les aspects positifs de leur progression. Dans le monde professionnel, les décisions prises sous pression sont souvent influencées par la peur de l'échec. Cette peur peut conduire à l'immobilisme ou à des choix trop conservateurs qui freinent l'innovation. Les professionnels peuvent utiliser des techniques d'analyse rationnelle pour évaluer les options. En se basant sur des données objectives, ils peuvent contrer les effets émotionnels de la peur. En conscientisant les biais cognitifs, comme l'aversion à la perte, ils peuvent équilibrer les risques et prendre des décisions peut-être plus éclairées.
Si vous êtes parent, eh bien vous savez que les enfants, lorsqu'ils sont confrontés à des matières difficiles ou à de nouvelles expériences, peuvent développer une aversion pour ces sujets à cause de la peur de l'échec. C'est exactement ce que je vous disais un peu plus tôt, pour moi en tout cas concernant les mathématiques. Eh bien les parents peuvent associer l'apprentissage à des expériences positives, comme par exemple des jeux éducatifs, et valoriser l'effort plutôt que le résultat. Cela aide à reprogrammer la mémoire des enfants en liant apprentissage et plaisir, en minimisant l'impact de la peur et en normalisant l'échec comme une partie normale du processus d'apprentissage. Les parents aident leurs enfants à mieux mémoriser et à aborder les défis avec plus de confiance. Les seniors, pour terminer, sont souvent anxieux face à la perte de leur capacité cognitive et ça peut évidemment bien se comprendre. Eh bien, ils peuvent éviter de ce fait certaines activités renforçant cette perception de déclin. Les seniors peuvent entretenir leur mémoire en engageant régulièrement des activités stimulantes comme les jeux de réflexion ou l'apprentissage de nouvelles compétences. Rester socialement actif aide aussi à renforcer la neuroplasticité du cerveau. En transformant la peur du déclin en opportunité d'apprentissage continu, les seniors peuvent non seulement atténuer cette peur, mais aussi renforcer leur mémoire et leur capacité cognitive. La peur est une émotion puissante qui influence notre mémoire et nos décisions bien plus que nous ne le réalisons. À travers le prisme de nos biais cognitifs, elle nous pousse souvent à privilégier les choix qui minimisent les risques perçus, même si ces choix ne maximisent pas les gains. Cependant, en comprenant mieux ces mécanismes et en utilisant des stratégies concrètes pour rééquilibrer nos prises de décision, il est possible de prendre justement des décisions plus rationnelles et moins influencées par la peur. Que ce soit dans le domaine de la politique, de l'économie ou de la vie quotidienne, la clé est de reconnaître l'influence de la peur sur nos processus cognitifs et de cultiver une attention plus grande aux informations positives et rationnelles. Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à nous laisser un commentaire. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site les-secret.com. Inscrivez-vous pour rester informé et n'hésitez pas non plus à vous inscrire au MemoCamp. À très vite, merci.